Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui on va parler des hybrides. Pourquoi parler des hybrides? Eh bien tout simplement parce qu'on sait tous intuitivement à peu près ce que c'est, mais que précisément on n'en connaît pas forcément les détails. Selon le dictionnaire Larousse, hybride se dit d'un animal issu de deux espèces proches, se dit également de deux systèmes proches, comme le système analogique, le système numérique. Il existe également des systèmes qui fonctionnent avec les deux, donc des systèmes hybrides. En automobile, une voiture hybride est une voiture qui se meut avec deux énergies différentes. Attention, je vous précise bien qu'on ne parle pas de deux carburants différents. On parle bien de deux énergies avec deux moteurs. Comme vous en avez pris l'habitude dans les derniers épisodes, l'hybride, vous vous en doutez bien, n'est pas une invention récente. Elle date du 19e siècle. En fait, elle date de la création de l'automobile. C'est un peu avant 1900 que la voiture hybride voit le jour. Paul Bouchin, en 1894, crée une voiture fonctionnant avec un moteur à essence et deux moteurs électriques. C'est pas tout à fait de l'hybride d'ailleurs, parce que le moteur thermique va alimenter un alternateur qui lui alimente les moteurs électriques. Donc on se rapproche plus de la traction diesel-électrique qu'on va trouver sur certaines locomotives. Le premier vrai système hybride, avec un moteur à essence et un moteur électrique en parallèle, a été inventé par les établissements Piper en 1899 en Belgique. Dans les deux cas, le système permet de simplifier la transmission et de réduire le nombre de rapports de boîte de vitesse. Parce qu'à l'époque, la boîte de vitesse était réellement un problème. On n'avait pas inventé la synchronisation et conduire une automobile était quelque chose de très compliqué et qui demandait un grand savoir-faire. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, beaucoup de constructeurs et d'inventeurs tenteront de domestiquer cette technique. La complexité et le manque de fiabilité feront qu'elle sera très rapidement abandonnée avec la guerre et ne sera pas reprise après. Il faudra attendre plus de 80 ans pour voir réapparaître l'hybride avec les premiers concepts de Toyota et sa Prius. Voilà pour la petite histoire. Depuis les années 90 et l'apparition de la Prius, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et énormément de constructeurs se sont lancés dans l'hybride, dans différents types d'hybrides d'ailleurs. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de s'en sortir. Mais on va voir maintenant exactement comment ça fonctionne tout ça. À la base, vous avez une voiture thermique. Cette voiture thermique, on va utiliser le moteur pour entraîner la boîte de vitesse qui, elle, va entraîner les roues. Donc, lorsque l'énergie cinétique de la voiture est récupérée au freinage, elle est dissipée sous forme de chaleur. En revanche, à la réaccélération, toute cette énergie est perdue. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas récupérer une partie de cette énergie? Et on le faisait déjà, grâce au dynamo ou alternateur. Quand on recharge une batterie électrique pour alimenter les lumières, la radio, etc., c'est de la récupération d'énergie. Eh bien, on a décidé de faire un alternateur un peu plus gros, avec une batterie un peu plus grosse. Quand on a une récupération d'énergie au freinage, elle est renvoyée dans une batterie. Une fois cette batterie chargée, à la réaccélération, l'énergie est renvoyée vers ce petit moteur qui va aider le moteur thermique à avancer. Ce qui, théoriquement, permet de diminuer les émissions de CO2 et la consommation. En fait, ce système est grandement limité par la taille de sa batterie et par la puissance de son alterno-démarreur. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne va servir qu'à deux choses. Cela permet de diminuer les consommations et les émissions de CO2 sur banc d'essai ou en très faible réaccélération, mais cela n'a aucune utilité en conduite normale. Deuxième utilité, c'est que ça permet de marquer hybride sur la voiture. Donc, si on a affaire à un micro-hybride, sachez qu'on a juste une hybride pour le nom et pour quelques grammes de CO2, ce qui permet d'avoir des avantages fiscaux, par exemple, en l'occurrence en France. Le deuxième système, c'est le système qui a été inventé avec la Prius. On a repris cet alterno-démarreur et on l'a grossi. On l'a placé de l'autre côté de la boîte de vitesse, il devient donc indépendant. On a également une batterie un peu plus grande pour permettre plus de puissance. Ce système va permettre de redémarrer par exemple uniquement au moteur électrique. Le principe reste le même pour la récupération de l'énergie au freinage. L'énergie passe des roues vers la boîte de vitesse qui ensuite est envoyée vers le moteur électrique qui est en mode alternateur, qui renvoie l'énergie dans la batterie.
Cette énergie, lorsqu'elle repart et arrive dans le moteur, il va entraîner la voiture. Le moteur est suffisamment puissant pour rouler à très faible vitesse. Dès qu'on réaccélère un petit peu plus fort, le moteur thermique vient reprendre le dessus. Les deux peuvent également fonctionner de manière conjointe. Lorsque l'on dit que ça ne fonctionne qu'à l'accélération et à la décélération, c'est vrai. Mais ça fonctionne également lorsque vous êtes par exemple sur autoroute. Si vous avez une pente descendante, l'énergie va être stockée dans la batterie. À la remontée, même si on ne réaccélère pas, si on veut maintenir sa vitesse, le surplus d'énergie est renvoyé de nouveau vers le moteur. Donc ça permet de lisser les consommations. Ce qui n'est pas un mal en soi, ça permet de faire des économies. Ce système permet d'avoir un coût maîtrisé et un prix de véhicule proche de celui d'une voiture thermique. Son utilité est pourtant limitée. Du coup, on est passé sur une deuxième génération. Et là, d'autres constructeurs que Toyota ont décidé de mettre des moteurs plus gros et des batteries plus grosses. On aura des véhicules comme le Niro hybride qui vont avoir un moteur de 41 chevaux qui va permettre de circuler jusqu'à 120 km/h dans des conditions idéales. En fait, dans la réalité des choses, c'est plutôt 90. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, les consommations vont être réellement réduites et on va se rendre compte qu'effectivement, là, l'hybride va servir. Les constructeurs se sont dit qu'on peut aller encore plus loin. Ils ont augmenté la taille de la batterie, mis des moteurs un peu plus puissants et du coup, on se retrouve avec une voiture qu'on peut recharger. Vous avez deux trappes à carburant, une devant qui sert pour l'électricité, une derrière qui sert pour l'essence. De ce fait-là, vous avez pour la première fois une réelle autonomie en électrique. Cette fois-ci, ce n'est pas que quelques kilomètres qu'on va pouvoir faire, c'est entre 30 et 50. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait des petits trajets dans la journée, s'il n'accélère pas trop fort, s'il n'a pas de grosse pente, il ne consommera pas de carburant. Ce système est pourtant relativement limité parce que la taille de la batterie est limitée du fait de la place dont on dispose et surtout du poids. Parce que ça veut dire que le système électrique emmène le poids du thermique et vice-versa. Donc la voiture est relativement lourde, elle reste complexe. Il faut continuer à l'entretenir de la même manière qu'une voiture thermique. Donc, on ne fait pas trop de gains de ce côté-là, il faut vraiment faire des kilomètres pour la rentabiliser. Certains constructeurs se sont dit on va aller encore plus loin, on va faire des hybrides en ligne. Techniquement parlant, l'hybride en ligne n'est plus une hybride. C'est une voiture électrique. Toutefois, je vais vous expliquer pourquoi cette voiture, je la considère réellement comme une hybride. Vous avez toujours votre moteur électrique, votre batterie. Le moteur est suffisamment puissant pour être utilisable dans tous les cas. Donc le moteur thermique ne sert plus directement à envoyer de l'énergie mécanique dans la boîte de vitesse. En revanche, la batterie et l'onduleur présents dans la voiture ne sont pas assez puissants pour permettre des performances maximales du moteur. Le moteur va avoir deux fonctions. La première, c'est d'envoyer un pic de puissance supplémentaire à la batterie pour permettre au moteur d'avoir ses performances maximum et accessoirement de recharger la batterie lorsque l'autonomie est terminée. L'autonomie de ce type de voiture est de 80 km environ. On ne peut pas se passer du moteur thermique et c'est pour cela que l'on l'appelle hybride en ligne. L'exemple type de ce type de véhicule, c'est la Chevrolet Volt ou l'Opel Ampera ou alors la Fisker Karma. C'était d'ailleurs le premier projet pour la Tesla Model S d'Elon Musk, avant de passer au tout électrique. Suite à ces hybrides en ligne, on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin et donner moins d'importance au moteur thermique. On passe du coup dans le véhicule électrique. Et là, vous avez une grosse batterie avec un moteur qui suffit pour tout et un tout petit moteur. Alors ce tout petit moteur, en fait, lui, il n'aura pour fonction que de prolonger l'autonomie. Prenez une i3 par exemple, son moteur thermique est tout petit, il ne sert qu'à prolonger l'autonomie. Par contre, vous disposez de toutes les performances avec uniquement la batterie. Son autonomie est de 250-300 km et si on fait des grands trajets, on a effectivement ce prolongateur qui peut aider. C'est une bonne sécurité, c'est une bonne béquille pour les zones qui ne sont pas très bien couvertes en borne, par exemple. Aujourd'hui, hormis chez Tesla, on a encore pas mal de soucis de recharge. J'ai beaucoup de témoignages qui me disent que les recharges, c'est un peu compliqué. Donc le prolongateur d'autonomie, ça peut être une solution pour passer à l'électrique et pas avoir le stress de se dire que la borne où on décide de s'arrêter est occupée, ne fonctionne pas, c'est pas le bon abonnement, etc. C'est peut-être une bonne solution. Enfin, on arrive à la voiture toute électrique où on a complètement supprimé le moteur thermique. Voilà. Vous savez maintenant quels sont les différents types d'hybrides. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, c'est simple. Le micro-hybride, c'est de la poudre aux yeux.
L'hybride première génération a eu le mérite de lancer le système. L'hybride de seconde génération permet réellement de mettre le pied à l'étrier pour l'hybride rechargeable et l'hybride en ligne. L'hybride rechargeable a le défaut d'être cher. Par contre, si on prend l'électrique à prolongateur d'autonomie, on est plutôt pas mal parce que vous êtes sur une voiture qui sera pérenne et même s'il n'y a pas de carburant, vous pouvez toujours recharger. C'est plutôt pas mal. Ça vaut pas l'électrique, mais par contre, c'est pas aussi lourd et complexe qu'une hybride rechargeable ou une hybride en ligne. Le dernier point dont je voulais parler est essentiellement marketing et sémantique. Dans beaucoup de pubs, on entend dire que les hybrides classiques, c'est celles qui se rechargent en roulant. On donne pour avantage qu'elles ne sont pas rechargées. C'est vrai. Mais on va voir que c'est pas tout à fait aussi idyllique que ça. Lorsque vous avez une voiture hybride qui va ralentir, on l'a vu tout à l'heure, l'énergie va être envoyée dans la boîte de vitesse. Ce faisant, il y aura des frottements, donc dégagement de chaleur. Ce qui veut dire que l'énergie disponible va baisser. On va envoyer l'énergie dans un alternateur qui lui aussi a des frottements et des rendements. Donc l'énergie qui va sortir de l'alternateur sera de la chaleur et encore un peu moins d'énergie utile. L'électricité qui va être envoyée par les câbles dans la batterie va également faire chauffer les câbles, d'où dégagement de chaleur, perte de charge. La batterie va avoir également un rendement qui va donc renvoyer un peu moins d'énergie, qui va repasser par le câble en baissant de nouveau, qui va repasser dans le moteur. Je pense que vous avez compris le principe. À la fin, on récupère beaucoup moins d'énergie que ce qu'on avait au départ. Si aujourd'hui vous avez cette énergie, c'est parce que vous avez consommé du carburant. Donc vous avez brûlé du carburant pour donner une énergie cinétique à votre voiture. Et cette énergie cinétique s'est convertie en chaleur et en énergie utile. Ça veut dire qu'à vitesse constante ou à l'accélération, vous consommez plus de carburant avec une voiture hybride qu'avec une voiture thermique. Ce qui veut dire que le gain qu'on va avoir sur les voitures hybrides réside bien dans la décélération et pas autrement. Rouler pour recharger sa batterie, c'est vrai, mais pas gratuitement. Et c'est ça que les publicitaires devraient rajouter. Parce que dans la tête de la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils se disaient que c'était de l'énergie gratuite. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Vous la payez et au prix fort. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ces hybrides? La manière dont je vous ai présenté les différentes hybridations, eh bien, c'est tout simplement ce qui va se passer dans le temps. Les premières vont disparaître, les dernières vont apparaître. Mon pronostic est que les clients vont se rendre compte que les micro-hybrides sont inutiles, donc ils vont les laisser de côté, que les hybrides première génération sont bien en ville ou pour les petites voitures et qu'ils vont progressivement céder la place aux deuxième génération. Les hybrides rechargeables en tant que tels, je pense qu'ils ne vont pas survivre très longtemps, ni les hybrides rechargeables, ni les hybrides en ligne. Pourquoi? Parce que le système de l'électrique avec le prolongateur d'autonomie est nettement meilleur et plus facile, plus simple, plus efficace que ces deux types d'hybrides. Donc, qu'est-ce qui va rester dans les prochains temps, dans un très proche avenir? Les hybrides classiques deuxième génération, les électriques à prolongateur d'autonomie et les électriques purs. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question sur les hybrides. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Le format court du mardi peut être également utilisé pour répondre à ces questions, donc n'hésitez pas à m'en mettre, ainsi que des remarques. Vous trouverez également les liens pour approfondir dans la description. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et je vous dis à ciao pour le prochain épisode.